KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Maman voulait faire chauffer à l'auberge du lait sucré pour les enfants. Mais de rudes paysans rougeaux, en blouse bleu-noir, parlant comme des maîtres, pleins d'inattention brutale pour ceux qui désiraient entrer, occupaient et encombraient le seuil. Pierrounet les poussa avec une inattention égale à la leur. Tout se passa le mieux du monde. Dans l'auberge, sombre et fraîche, régnait une légère odeur aromatique qu'Augustin trouva fort agréable et que son père dit être d'absinthe et d'anisette. Il y avait des ronds de vin sur les toiles cirées jaunes. Le nombre des mouches était considérable. Maman essuya les bols soigneusement. Par les fenêtres encombrées de géraniums, on vit la malle voyager à dos d'homme. Elle s'approcha d'une vieille voiture naïve, à 3 banquettes en cuir crevassé, portant la cicatrice d'ancien capitonnage, plein de sacs pliés où reposaient des pains frais. C'était la belle voiture de tonton. Il fallut rabattre une banquette pour installer la malle et les multiples paniers de maman. Entre les brancards, le cheval de tonton baissait la tête, beaucoup plus bas que ne faisaient les chevaux de la diligence. Il était aussi bien moins intimidant. Il semblait doux, plein de familiarité. Ce devait être un plaisir pour lui que de véhiculer de petits enfants. On avait envie de lui parler. De temps en temps, il faisait quelques efforts avec sa queue, avec son pied, pour chasser les mouches. Mais sans aucune impatience, simplement parce que, dans le monde des chevaux, c'est un geste traditionnel, dont il n'y a aucune bonne raison de se dispenser. « Cette bête a l'air bien tranquille, » dit papa pour faire plaisir à Pierrounet. « C'est Négro, le pauvre diable, il est vieux, » dit Pierrounet. Augustin comprit, à sa stupeur, qu'il existait une sorte de vieillesse intérieure, déconcertante, sans cheveux blancs ni rides, rien qui rappelât la vieillesse des hommes. Elle se marquait par une douceur plus grande, une résistance amoindrie, une tête basse et des poils longs. Pendant que s'élargissait sa notion de l'âge, le monde extérieur aussi continuait de s'ouvrir. De grêles frappements d'enclume, une odeur de cornes brûlées décelait un maréchal ferrant, par ailleurs indiscernable. Des oies passaient à la file indienne, portant cou raide et tête sifflante. Des enfants sales entouraient la voiture. Leur groupe s'ouvrit quand Négro s'ébranla. Tout reprenait l'aspect du voyage, celui d'un frais loisir passionné. Tandis qu'on avait dû contourner les villages, on traversait maintenant de part en part un hameau sans secret. Tout y était plein de gaieté humaine, déployée exprès devant la voiture de tonton, posée en éventaire sur chacune des rives du chemin. Le maréchal ferrant avait la bonté de s'arranger pour ferrer un cheval juste comme on découvrait enfin son invisible atelier. Et l'on éprouvait la satisfaction intellectuelle de constater que l'odeur de cornes brûlées, spécialité de la Borie des Saules, venait bien de là. Un boulanger projetait des odeurs d'une bonté simplette, qui ne se haussait pas jusqu'au gâteau. Au beau milieu d'une petite place, jouxte la fontaine, des chariots de foin attelés de vaches attendaient, les aiguillons contre les joues. Peut-être venait-il de fermes inconnues, dépendant de la Borie des Saules, faisant partie de son plat pays, donnant une haute idée de son importance et de son prestige. Tout sentait l'eau claire, les brocs de fer blanc, l'arôme du foin et d'autres odeurs pareillement divines. Des maisons basses, noirâtres et heureuses riaient au coin de boueuses ruelles. Au bout de l'une de ces ruelles, on vit un brusque porche creux qu'on dépassa sans lui laisser dire la confidence qu'il savait. « Ah, l'église !» s'écria papa. « On aurait pu s'y arrêter. » Un vif regret traversa tant de joie. D'habitude, Augustin aimait, comme la participation à une vie supérieure, les très simples explications de son père. Il se sentait trouver tout seul de belles choses nouvelles. Mais cette fois, il y avait plus.
Ses explications sur l'Église, tout en la laissant parente de ces guères ruelles sales, de ces hardis enfants en guenilles, de ce désordre des bords de route, de cette corne brûlée, de tout ce qui caractérisait la belle humeur de la Borie des Saules, première manière, aurait eu une portée plus haute. Peut-être eussent-elles montré, comme au fond de ces boîtes qu'on appelle reliquaires, la chose mystérieuse et mélancolique associée à son nom charmant. Du moins pouvait-on, sans témérité, l'espérer. « Huot !» fit Pierrounet, coupant court à ce désir d'arrêt avant qu'il se transformât en demande précise. Exclamation bien exceptionnelle, Pierrounet et le vieux cheval n'avaient besoin d'aucune parole pour dialoguer, à cause de l'amitié profonde qui les unissait. La voiture continua son voyage dans la Borie des Saules. La dernière maison, à gauche, était la belle maison du notaire. Construite à l'écart, elle représentait ce que sont d'ailleurs les quartiers occidentaux des villes, les banlieues de luxe. Assise sur un noble perron, dans son jardin aux fleurs mêlées de buis et de groseilliers, séparée des autres par un respectueux espace, elle entr'ouvrait sa grille avec cette familiarité qui va si bien aux grandeurs, et l'on franchissait le caniveau sur une planche pourrissante, couleur de terre. « Qu'est-ce qu'un mestreval, papa ?» demande Augustin, traversé d'un souvenir. C'est sans doute un homme qui est à la fois maître et valet, mestre et val, quelqu'un comme le premier domestique, du moins je le crois. Et cette notion, nuancée par la prudence, par le sentiment d'une définition difficile, vient enrichir le bonheur d'Augustin. Chaque chose, cependant, commençait de changer dans l'air du gai hameau. La joie qui ruisselait de son cœur s'affaiblissait vers la périphérie, se refroidissait sur les lisières, s'y laissait pénétrer par certains indices avant-coureurs de la profonde campagne. Égrené sur le bord de la route, comme des souvenirs que la petite ville distribuait aux partants, il faisait pressentir qu'elle allait prendre fin. Un tournant, une placette au côté confus, une maison d'aspect austère, pourvue d'une porte au judas grillagé entre d'étroites fenêtres conventuelles, un ponçon final sur un trou d'eau et d'ortie, et la route perdait la couleur de boue noire qu'elle avait revêtue pour la traversée de la Borie des Saules. Elle reprenait le bleu froid des terres volcaniques et le coup de vent des espaces libres. À droite et à gauche, quelques jardins de carottes et de choux tentaient bien de prolonger encore un instant la Borie des Saules. Mais ils réfléchissaient, renonçaient, bornaient leurs désirs. Le dernier de ces jardins, contenant entre ses palissades un carré de linge blanc contre les moineaux, l'agitait en signe d'adieu. Débarrassée des murailles et clôtures, tous ses buts déblayés, la route dirigeait ses courbes vers les grands pans bleus que l'horizon envoyait à la rencontre du ciel. Elle commençait, vers les hautes terres, une montée continue qui durerait 12 kilomètres. Le bon négro savait toutes ces choses. Depuis le ponçon d'où partait la côte, il avait fait choix d'un pas de fatigue qu'il conserverait jusqu'à l'arrivée, ce qui permettait beaucoup plus de loisir à sa queue. Pierrounet les savait aussi. De temps en temps, il disait « sans rien ajouter d'autre. Ni mot, ni geste, ni secousse de renne, ni, bien entendu, contact de fouet, comme si l'émission de cette douce voyelle n'avait eu d'autre but que de jeter dans l'air une note de flûte. Négro donnait alors sur le collier une légère traction supplémentaire pour faire franchir à la voiture quelque chose comme une ride inattendue, oubliée par le cantonnier transversalement sur la route. Une fois surmontée la ride imaginaire, il revenait au pas antérieur, pleinement conscient d'avoir accompli ce que souhaitait de lui le caprice humain. Il avait raison, car Pierrounet, enroulant la rêne autour de la mécanique, sautait sur la route sans même arrêter la somnolente voiture et marchait auprès du vieux cheval d'un lent pas fraternel. C'était pour soulager Négro. Mais Pierrounet disait qu'il voulait seulement se dérouiller les jambes. Il avait la pudeur de sa bonté. On traversait le coup de chaleur de 3 heures du soir. Sous le grand parapluie tenu par maman, la petite Christine chantonnait d'une voix de bébé
ces deux notes comme un oiselet nocturne. La route, bleuâtre, montait vers quelque chose qu'on sentait venir. Augustin était trop petit pour savoir. On atteignait la fin de la plaine alluviale, subrepticement logée dans le vaste écartement des schistes. Ils étaient là, tout proches. Il faudrait bien s'engager entre les graves pentes souveraines. La route s'y préparait. Tâtonnait autour de la décision à prendre, s'armait de courage, traînait un peu au libre soleil. À droite, rien ne se voyait derrière le haut talus surplombant. Mais à gauche, sans qu'Augustin sût bien pourquoi ni vers où, les prairies s'abaissaient plus que de raison, plus que d'honnêtes prairies qu'aucun souci n'eût agitées. En réalité, elles dégringolaient vers des forêts roides, dressées à 60 degrés contre le ciel. On n'apercevait que leur partie supérieure, coupée par le plan des prairies, sans rien discerner des trous où se perdait leur descente. Entre la route et les forêts, de gaies ondulations, veloutées, savoureuses, plantées comme des parcs, semblaient y conduire d'une continuité étalée qui ne cachait rien. Mais une invisible faille cassait net ce déroulement des prés. L'autre lèvre, la plus éloignée, juxtaposait sans prévenir, dans un total mépris des transitions, un vert dilué et lointain, à la franche couleur immédiate, propice aux gambades. Et tout d'un coup, papa dit « Ah, voilà les gorges !» Ou peut-être, il dit « C'est la grande forêt !» Augustin ne se rappelle plus les termes précis qui annoncent et déclenchent à la fois la venue d'un nouveau monde. Tel un instrument pénétrant, épieu ou bêche, dont seul le manche blanc émergeait de la terre, la route est entrée tout entière de biais et d'un seul coup, dans l'opacité des bois. Les pâturages s'arrêtent comme au pied d'un rempart. Papa explique ce qu'il appelle la topographie du paysage et Augustin comprend fort bien. Les bois recouvrent les deux versants d'une longue et profonde vallée. Ils se réunissent comme les deux feuillets d'un livre qu'on ouvre, dans l'angle aigu des plans de schiste, par-dessus un talweg d'eau grondante et de roches fracassées, au fond d'inexplorables creux boisés, à l'on ne sait combien de mètres au-dessous des emplacements visibles. Telle est du moins la manière dont il se dépeignera plus tard à lui-même ce cher paysage de son enfance. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait ainsi que la nouvelle acquisition se présente à travers les mots de son père et les émotions de son cœur. Bien sûr, tout est changé, à cause des arbres qui sont venus dans cette grande vallée pareille à un livre immense. Tout le monde peut le voir. Mais si vous croyez qu'il est facile de découvrir quel est le changement profond, fondamental, celui qui fait qu'on se sent vraiment dans la grande forêt, Augustin remarque tout de suite cette curieuse couleur de jour qui s'est mise à brunir, à ressembler presque au bord de la nuit. Tandis que dans les pays ordinaires, les pays de plaine qu'il connaît, l'air du crépuscule devient tout à fait sombre au bout d'une demi-heure. On peut ici plonger indéfiniment dans ce soir vert et fauve. Mais vous sentez bien que ce n'est pas l'essentiel. C'est un accessoire très important, mais ce n'est pas l'essentiel. Des deux côtés de la route, entre les premiers troncs d'arbres, ces sous-bois immédiats, rieurs et mordorés, ont l'air de cligner de l'œil et de dire « Oui, mais derrière nous, derrière les enfoncements qui suivent notre première obscurité rousse, et plus loin derrière ceux-là, et derrière les autres encore. » Augustin répète « Les gorges, la grande forêt des gorges », pour faire chaque fois prendre à son esprit un plus grand élan vers la confidence suprême. Certes, l'insuccès d'efforts semblables pour la Borée des Saules est décourageant et d'un mauvais exemple. Mais le secret de la grande forêt, plus gonflé du dedans, est plus près de s'ouvrir.
Cependant, des beautés très simples respiraient autour de la route. Augustin eût déjà pu s'en apercevoir si, au lieu de se préparer pour une image unique et merveilleuse, il se fût ouvert aux immédiats bonheurs. Par exemple, on sentit une fraîcheur toute spéciale, qui ne se contentait pas de baigner vos joues et votre front, ou de remonter le long de vos bras, tel le froid de l'eau froide ou celui de l'hiver. C'était une fraîcheur que des odeurs traversaient. Elle vous portait à respirer des champignons, des résines et des fraises, et vous les présentait ensemble comme pour un goûter magnifique ou bien un grand dessert. Parfois, au milieu des terreaux et des sèves, sur la surface bien fondue de leur parfum, on percevait l'odeur granuleuse, artisane et humble de la sciure de bois. Elle vous faisait penser à des sabotiers, des charbonniers, des scieurs de long, tous les métiers forestiers qui sont dans les leçons des choses. De longs chariots à bœufs, porteurs de troncs colossaux, allaient déboucher par l'un de ces profonds chemins pleins de roches, d'eau noire et de branches mortes. Cependant, la route tournait pour mieux vous faire apercevoir tous les passages des bois. Justement, on vit dans un tournant, pareil à une fontaine ou à une maison, une grosse chose qui fit bien des manières pour ressembler enfin à ce qu'elle était, une chapelle. Au-dessus d'une porte en fer toujours ouverte, l'inscription portait « La Font Sainte ». À l'intérieur, dans l'air bleu terne et salpêtré, la voûte gardait des restes d'étoiles jaunies, en une concavité outre-mer où manquaient des morceaux. Les mêmes étoiles décoraient la robe bleue de la Sainte Vierge. Tout sentait la moisissure et la vieillesse. Il y avait des vases à fleurs artificielles, et aussi des plaques de marbre à lettres d'or, dont Augustin savait qu'elles s'appelaient ex voto. Sur le cintre, au-dessus de l'autel, étaient inscrits des mots latins. Son père les traduisit avec cette pleine et immédiate assurance qui plongeait Augustin dans la certitude et dans la paix. Une seule fenêtre mi-ronde, profonde de toute l'épaisseur des murs bleus, laissait entrer le jour des bois malgré un treillis de plomb et tout le fouillis de ronces qui assiégeait le mur extérieur. « Comme c'est pittoresque !» dit tout haut son père, tandis que l'enfant commentait pour lui-même « Pittoresque, c'est les chapelles qu'on voit dans les grandes forêts. » Cette chapelle-là était extraordinairement solitaire. Elle semblait une solitude enclose en une autre solitude, un morceau de silence épaissi et plus foncé, ménagé dans la grande taciturnité des bois. Séparée des hommes par des lieux de sauvagerie et de désert forestier, elle intimidait comme une grande personne trop grave, perdue en d'impénétrables recueillements. Maman interrompit d'une voix impérative et basse, destructive du rêve. « Nous allons commencer notre chapelet, mes petits enfants. » Averti par des expériences antérieures, Augustin faillit s'écrier « J'étais sûr que maman allait dire ça !» Mais l'irrespectueuse remarque ne put éclore, étouffée avant de naître dans cet air de frais tombeau. Maman, à genoux devant la balustrade du minuscule autel, récita « Je crois en Dieu », puis annonça qu'aujourd'hui, étant jeudi, on méditerait les mystères joyeux. Une fois de plus, Augustin s'étonna que maman fût si bien informée sur la correspondance des mystères et des jours. Le chapelet se lia au reste du voyage, sortit de la chapelle, vint se mélanger sous les arbres à l'écho sec et court des pas de négro. Parfois, un grand morceau de route droite succédait au lacet. La forêt se calmait, montrait des clairières nettoyées de roches, désencombrées de ronciers, pareilles à de beaux salons en branchage, d'un vert mousseux et fauve, avec des points en or. On croyait presque à la fin des bois et le soleil semblant faire une farce, ainsi qu'au cours d'un jeu, écartait les troncs comme on dit « coucou ». Ses rayons teignaient la voiture d'un ton cuivré, coloré trop tôt,
chargé de nuances trop riches, trempé en des teintes qu'au-dessus des plaines il ne prend que le soir. La fillette clignait des yeux et détournait la tête. Au tournant suivant, lorsque cessait la visite solaire, voici qu'à travers les percées des arbres, comme une grande récompense, ou bien un secret longtemps pressenti, on apercevait enfin l'autre versant des gorges, par-dessus 100 mètres de grondement, de creux d'eau et de tout l'enchevêtrement des bois. Explorateurs de pentes inconnues, les regards découvraient, dans l'opacité des sapinières, de hautes et rectilignes tiges passées au rose, sans qu'on pût savoir si le soleil reportait sur l'autre versant ses teintes de couchant précoce, ou si cette toilette somptueuse, mise pour elle seule, était un caractère de l'espèce, un trait de famille ou la couleur héréditaire de leur splendide écorce. Cette chose qu'avait vainement cherchée Augustin, au commencement des bois, la confidence principale que vous faisait la forêt, elle se composait toute seule, maintenant qu'on ne la cherchait plus. Le tenace crissement des roues sur les arkoses de granit, le martèlement des sabots de négro, les coups de brise sans amplitude secouant dans l'air l'odeur des conifères, la solennelle grandeur des gorges, se subordonnaient ces détails et les comprenaient dans son énormité. Les uns, inutilisables, trop humbles pour s'y fondre, laissaient tomber par terre leur pittoresque perdu. D'autres trouvaient grâce, s'y associaient, et il y en avait un privilégié qu'elle pénétrait pleinement, la sourde récitation continue du chapelet maternel. Des « je vous salue », tous semblables, ne cessaient de grossir et de choir comme des gouttes d'eau monotones. On entendait « troisième mystère », la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit de mystère, l'esprit de pauvreté. Madame Méridier récitait, l'air concentré, les yeux baissés sur ses aiguilles. À peine prononcés, au lieu de s'évaporer à travers les voûtes d'arbres, ces mots étaient recueillis par une haute puissance solitaire. Il n'y avait personne, cependant. Il n'y avait que l'amplitude silencieuse et disproportionnée des bois, mêlée à des sons de prière et de sommeil. Tout en vous intimidant, elle faisait entrer en vous une douce confiance dont on s'apercevait seulement qu'elle était là sans qu'on l'eût senti venir. Et elle allait chercher au fond de vous, pour le caresser et l'assouvir, quelque chose qui était peut-être bien votre âme, tant c'était profond. Elle vous calmait, vous baignait par en dedans, vous donnait l'envie de ne plus parler, vous inspirait de vous recueillir, comme disent les grandes personnes, et aussi de vous confier à des bras immenses, qui vous auraient pris et soulevé de terre pour vous emporter en vous berçant. Quand le chapelet était dit, la 5e dizaine bien et dûment suivie de tous les accessoires latins et français, les siècles et les siècles, pour la dernière fois suscités, il arrivait que la petite fille dormit. Maman demandait alors à voix basse qu'on lui passât le panier des châles supplémentaires, caché sous le siège avant. Papa déployait sur le champ toute la bonne volonté inadaptée qu'il exerçait d'habitude dans l'ordre matériel. Il interrompait la multiple lassitude de son demi-sourire. Il dirigeait sur sa femme et son petit enfant le visage le plus tendre et le plus désarmé. Il appuyait d'une main au dossier son long corps courbé et tâtonnait avec l'autre pour dégager le panier au tissu. Il faisait voyager le panier dans les airs à des hauteurs gauchement inutiles, d'où il fût certainement tombé, sans l'opportune intervention de Pierrounet. Mais elle, la jeune maman, avec une attention d'autant plus tendue qu'elle s'obligeait à des mouvements plus lents, multipliait les plis des couvertures sur les petits membres abandonnés. Après un interminable voyage à travers l'obscurité des gorges, on débouchait enfin dans la partie marginale des planèzes, sur de hautes et riches pâtures où sifflotait le vent du soir. Pierrounet faisait reposer Négro. Monsieur Méridier, se préparant à descendre, accumulait à cette fin les précautions convenables, comme pour une entreprise de la plus délicate technicité. Il arc-boutait ses bras sur la voiture. Il explorait le marchepied avec l'une de ses longues jambes timides.
il sondait de l'autre la couche d'air entre la route et ses pieds. Une fois à terre, et toutes ces opérations ayant pleinement prouvé leur utilité, il développait au moyen de ses tibias des gestes qu'Augustin a cru longtemps caractéristiques de toutes les grandes personnes qui quittent les voitures. Et non, de son papa seulement. Il pliait, redressait, repliait chaque jambe l'une après l'autre, comme des béquilles articulées dont on s'assure qu'elles jouent bien, qu'elles sont bien graissées là où il faut. Cependant, c'était le vrai soir. C'était un soir dans la montagne, et on avait froid. On trouva une fois, lors d'un des plus anciens voyages de vacances, cette sortie des bois tout engluée de solitude, prise dans une brume d'hiver qui goûtait sur les touffes d'herbe. Mais cette plaisanterie fut unique. À tous les autres voyages, on revit les beaux soirs classiques, une immense lumière violente et douce où dominait le rose froid. Elle se haussait jusqu'au zénith depuis les hirsutes premiers buissons. Elle s'étalait en largeur sur 150 degrés de ciel. De grandes barres horizontales, couleur cuivre et braise éteinte, s'immobilisaient sur le tableau du soir, sans autre mouvement que leur transformation interne, dédaigneusement acceptante, tout au sentiment de finir. Le papa d'Augustin regardait en une intensité absorbée qui ralentissait son pas et le faisait buter contre les pierres. Mais rien de semblable pour le petit garçon. 12 heures de route, d'excitation et de jeu, l'appel incessant des paysages différents, chacun exaltant à sa manière, avait épuisé l'enfant. Il ne sentait plus rien que la fin du voyage, une lassitude heureuse, le désir d'abandonner sa tête sur quelque épaule, la gratitude des jours comblés. Un froid pur traversait son petit veston. Des mots chuchotèrent dans les antichambres de l'inconscience. « Ne dors pas, mon Tintin, tu aurais froid, mon petit. » Ses épaules et sa poitrine sentirent, à travers le sommeil, des couvertures descendues seules, sans secousse ni poids, comme du duvet. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.